On l'appelait la reine d'Hollywood, une femme au caractère d'acier qui a mis l'industrie à genoux. On admire sa dureté et son côté impitoyable, les prenant pour un modèle de force. Mais que diriez-vous si je vous disais que toute sa vie était un lourd trouble mental? Cette femme invincible frappait ses collègues en plein tournage, castrait ses propres maris et a transformé sa vie en un bunker isolé. Et quand elle mourut de cancer, la seule pour qui elle avait bâti cette forteresse, sa propre fille, lui planta un couteau dans le dos en publiant un livre qui détruisit sa mère. Aujourd'hui, nous allons disséquer le mythe le plus effrayant du XXe siècle et prouver un théorème terrifiant. Pourquoi la force sans vulnérabilité est toujours une condamnation à mort? Vous pensez savoir ce qu'est la force. Depuis l'enfance, on nous martèle la même idée. Le monde est un endroit dangereux, une jungle où survit non pas le plus gentil, mais le plus féroce. On nous disait que les larmes sont la monnaie des perdants, que la vulnérabilité est une porte ouverte à l'ennemi, qu'il faut se forger une peau épaisse comme un blindage de char, apprendre à mordre avant d'être mordu, et ne jamais, sous aucun prétexte, montrer où ça fait mal. Nous avons bâti un culte autour de cette idée. Nous l'avons appelé caractère, force intérieure, courage en acier. Et l'icône principale de ce culte au XXe siècle est devenue une femme d'1,60 m, avec des yeux semblables à 2 soucoupes de poison et une voix qui rappelle le bruit du papier de verre déchiré. Bette Davis, la reine de Warner Bros., une femme qui a mis Hollywood à genoux, une garce impossible à briser. On regarde ses photos en noir et blanc où elle tient une cigarette comme si c'était un poignard et on pense « voilà la puissance, je veux être aussi invulnérable ». Mais c'est un mensonge, la plus grande illusion d'optique du show business. Ce que nous avons pris pour de la force pendant des décennies était en réalité la forme la plus sophistiquée, la plus tragique et la plus longue d'autodestruction de l'histoire de la culture. Nous allons faire ce que les biographes, aveuglés par l'éclat de ces 2 Oscars, n'ont pas fait. Nous allons disséquer, non pas le corps, mais la personnalité de Bette Davis. Pour prouver un théorème terrifiant, la force sans vulnérabilité est une pathologie. L'histoire que vous allez entendre n'est pas une biographie de star hollywoodienne. Oubliez les dates de sortie des films et les recettes au box-office. C'est l'anatomie d'une survie qui est allée trop loin. C'est l'histoire d'une petite fille effrayée qui a enfilé une lourde armure de chevalier pour se protéger de la douleur, mais qui n'a jamais pu l'enlever une fois la guerre terminée. Elle l'a portée pendant 50 ans jusqu'à ce qu'elle fusionne avec sa peau, jusqu'à ce que le métal commence à empoisonner son sang et jusqu'à ce qu'elle découvre qu'à l'intérieur de cette forteresse indestructible, elle était restée complètement seule. Mais avant de faire le premier pas, une petite demande. Cette histoire sera complexe et j'ai besoin de votre soutien pour que les algorithmes la montrent à ceux qui en ont vraiment besoin. Cliquez sur j'aime si vous êtes prêt pour une conversation honnête sur le prix du succès. Abonnez-vous et appuyez sur cette foutue cloche. Ici, nous décryptons ce dont les autres biographes ne parlent pas et vous ne voudrez certainement pas manquer le prochain épisode. Je vous invite également à devenir mon co-auteur dans les commentaires. J'ai fouillé des centaines de documents, mais je peux me tromper. Vous voyez une inexactitude? Vous avez une autre perspective sur cette histoire? Ou vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose? Ne restez pas silencieux. Écrivez ce que vous pensez. Et maintenant, nous commençons à descendre dans l'enfer que Bette Davis a construit de ses propres mains. Et croyez-moi, dans cet enfer, il fait très froid. Acte 1. Traumatisme d'enfance et programmation maternelle. Pour comprendre pourquoi un soldat dort avec un pistolet sous l'oreiller, il faut savoir ce qui lui est arrivé avant la guerre. Le caractère de Bette Davis, ce caractère légendaire, explosif, insupportable, n'est ni un défaut inné, ni un don du ciel. C'est un mécanisme artificiel, une construction complexe, conçue par un architecte bien précis. Cet architecte s'appelle Ruth Davis, sa mère. Tout commence par une blessure initiale, ce que les psychologues appellent le point de rupture. Bette a seulement 7 ans quand son père, Harlow Davis, fait ses valises et part. Il ne part pas simplement pour une autre femme ou une autre vie, il part d'eux. Pour une petite fille, le départ d'un père est toujours un message non-verbal d'une ampleur cosmique. Tu n'es pas assez bien pour que je reste. Tu ne vaux pas la peine qu'on se batte pour toi. Dans de telles situations, les enfants choisissent généralement l'une des 2 stratégies. Soit ils se renferment, devenant silencieux et invisibles pour ne pas effrayer ceux qui restent, soit ils essaient de mériter l'amour par une obéissance parfaite. Mais Ruth Davis, seule avec 2 filles, dans la misère et la peur, choisit pour Bette une 3e voie, la voie de la guerre. Ruth n'est pas simplement une mère, elle était Ruth avec un grand R. Une femme à la volonté inflexible et au cœur brisé qui décide que ses filles ne répéteront jamais son destin. Elle assied la petite Bette devant elle et, pour ainsi dire, commence à verser du béton dans ses oreilles, béton qui deviendra plus tard
le fondement de sa personnalité. La leçon est simple et cruelle. Les hommes sont peu fiables. Ton père nous a quittés parce que nous étions faibles. Le monde essaiera de te dévorer, Betty. La seule personne sur qui tu peux compter, c'est toi-même. Tu dois devenir quelqu'un. Tu dois être si grande, si forte et irremplaçable que plus jamais personne n'osera te quitter. Et s'ils essaient de partir, tu dois frapper la première. C'est une injection de poison servie sous forme de remède. Ruth inculque à sa fille que l'amour n'est pas un don, mais un trophée. Que la sécurité n'est garantie que par la domination. La mère devient tout pour Beth, père, mentor, manager et principale spectatrice. Entre elles, un lien symbiotique effrayant se forme. Ruth sacrifie sa vie personnelle, travaillant comme photographe, gouvernante, n'importe quoi, pour payer les cours de danse et d'art dramatique de Beth. Cela impose à la jeune Davis une dette colossale, presque insupportable. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Chaque succès est payé par la sueur et le sang de sa mère. Elle ne peut pas être simplement une actrice. Elle doit devenir Bette Davis, l'arme de revanche pour toutes les humiliations subies par Ruth. C'est à cette époque, à l'adolescence, que Bette commence à forger ses premières armures. Elle remarque que lorsqu'elle se comporte gentiment et docilement, on l'ignore, mais quand elle montre du caractère, quand elle crie, quand elle exige, les gens ont peur, mais ils écoutent. Elle élabore une formule qui deviendra le slogan de toute sa vie. L'agression est la meilleure forme de défense. Si tu attaques, l'adversaire n'a pas le temps de chercher tes faiblesses. Avec cette arme en main, les yeux brûlants et la bénédiction de sa mère, Bette Davis, à 22 ans, prend le train pour l'Ouest. Elle part conquérir Hollywood, mais elle ignore que le Hollywood des années 30 n'est pas un endroit pour des gens comme elle. C'est un hachoir, réglé pour un tout autre genre de viande. Acte 2. La bataille pour Hollywood et la stratégie de la laideur. On idéalise souvent l'âge d'or d'Hollywood. On imagine les projecteurs, le champagne, les gentlemen élégants et les femmes fatales en soi. La réalité était bien plus terre-à-terre et brutale. Le système des studios des années 30 était une chaîne de montage industriel. Les acteurs n'étaient pas des créateurs mais des propriétés, littéralement. En signant un contrat, tu vendais ton visage, ta voix, ton corps et ton âme pour 7 ans. On te disait quoi porter, avec qui coucher, qui épouser et comment sourire. Et dans ce monde de beauté standardisée arrive Bette Davis. Son arrivée à Los Angeles fut son premier choc avec la réalité. Le studio Universal envoya un employé accueillir la nouvelle starlette à la gare. L'employé revint seul au studio. « Où est-elle » demanda le producteur. « Je n'ai trouvé personne » répondit le gars. « Je cherchais une actrice, mais personne ne ressemblant à une actrice n'est descendu du train. Il n'y avait qu'une fille quelconque avec sa mère et un chien. C'était un coup de poing dans le ventre. Bette Davis était hors format. Elle n'avait pas la beauté de poupée de Mary Gregory. Elle n'avait pas le magnétisme sexuel de Jean Harlow. Elle avait des yeux globuleux, conséquence d'une hyperactivité thyroïdienne, des traits de visage marqués, une petite poitrine et une gestuelle nerveuse et saccadée. Karl Laemmle, le patron d'Universal, en la voyant pour la première fois, prononça une phrase qui aurait pu détruire n'importe quelle autre femme. Elle a le sex appeal de Slim Somerville, un comique dégingandé au visage de cheval. Imaginez ce que ressent une jeune fille à qui on répète chaque jour qu'elle est laide, qu'elle est asexuée, qu'elle est une erreur de casting. La réaction habituelle, c'est de craquer, de rentrer chez soi, de pleurer dans son oreiller, de faire de la chirurgie esthétique. Bette Davis a fait autrement. Le mécanisme inculqué par sa mère s'est enclenché. « Ah, vous me trouvez laide ?» pensa-t-elle. « Très bien, je vais vous faire bouffer cette laideur à la louche. Je serai tellement intense, tellement terrifiante de talent, que vous oublierez à quoi je ressemble. Vous ne regarderez pas mon visage, mais mon système nerveux que je retournerai devant la caméra. » En 1932, elle atterrit chez Warner Brothers. Ce n'était pas juste un studio, c'était une prison de haute sécurité dirigée par Jack Warner. Un homme dont la philosophie de gestion se résumait à « les acteurs sont du bétail ». Warner aimait les films de gangsters, les drames durs et économisait sur tout. Bette s'intégra parfaitement dans ce monde, mais pas comme un mouton docile, plutôt comme un loup tombé par erreur dans l'enclos. C'est ici qu'elle forgea son style de jeu unique, qui n'était rien d'autre qu'une sublimation de sa rage. Regardez ses premiers rôles, par exemple dans L'Emprise de 1934. Elle joue Mildred, une serveuse vulgaire, cruelle, une femme détestable qui détruit le protagoniste. Les producteurs la suppliaient d'adoucir le personnage. « Bette, tu dois être un peu attirante, sinon le public te détestera. » Mais Davis tint bon. Elle inventa elle-même le maquillage, visage pâle, coiffure négligée, lèvres mal dessinées. Elle jouait avec une telle fureur, une énergie si venimeuse que cela provoquait un malaise physique chez le spectateur. Ce fut un moment révolutionnaire. Avant Bette Davis, les actrices avaient de peur d'être désagréables. Elles voulaient être aimées.
Bette Davis voulait être mémorable. Elle utilisa le rôle de Mildred comme un acte de défiguration préventive. Elle semblait dire « Je sais que vous ne m'aimez pas. Eh bien, je serai encore pire que ce que vous pouvez imaginer. Je contrôle moi-même le degré de ma laideur. » Et ça a marché. Les critiques étaient choqués, mais ils ont reconnu « c'est du génie ». Elle n'a pas reçu d'Oscar pour ce rôle, bien qu'elle l'ait mérité. Ce fut un scandale monumental quand elle ne fut même pas nominée et l'Académie dut changer les règles à cause de l'indignation de la presse. Mais elle a obtenu quelque chose de plus. Elle a obtenu la confirmation de sa stratégie. Être une garce, c'est rentable. Être dur, c'est sûr. Plus je fais peur aux gens, plus ils me respectent. Ainsi furent forgées les premières plaques de son armure légendaire. Mais elle ne savait pas encore que cette armure avait un effet secondaire. Elle commence à peser sur la cage thoracique, empêchant de respirer. Et les premiers à ressentir le froid de ce métal ne furent pas les producteurs, mais les hommes qui eurent l'imprudence de tomber amoureux d'elle. Acte 3. Catastrophe dans la vie personnelle. Le paradoxe de Bette Davis, c'est qu'en étant une dame de fer sur le plateau, chez elle, elle rêvait d'être simplement une femme. Faible, protégée, aimée, elle aspirait à une idylle patriarcale. Un mari fort, une maison douillette, des conversations intelligentes au coin du feu. Mais le code programmé par sa mère et les habitudes forgées dans sa guerre avec Jack Warner ont rendu ce rêve impossible. Sa vie personnelle est devenue un terrain d'essai pour armes nucléaires. Elle a eu 4 maris et chaque mariage a suivi le même scénario de destruction. Le premier fut Ham Nelson, son amour de lycée, un musicien de jazz. Un gars gentil, tranquille, sans ambition de devenir une star. Au début des années 30, cela semblait être une union parfaite. Mais la carrière de Bette a décollé comme une fusée, tandis que celle de Ham piétinait. Dans le système de valeurs de Bette, amour signifiait respect de la force. Et comment pouvait-elle respecter un homme qui gagnait 100 $ par semaine alors qu'elle en rapportait 3000 ? Elle a commencé à le castrer, moralement. Une scène digne du film le plus sombre. Bette rentre du studio, électrisée après une énième dispute avec Warner. Elle a besoin de libérer son adrénaline. Elle voit Ham lisant le journal. « Tu vas rester assis là ?» Sa voix résonne déjà comme du métal. « Je viens d'obtenir le budget pour un nouveau film, et toi, tu ne peux même pas réparer un robinet ?» Elle ne se contentait pas de le critiquer, elle le détruisait. Elle prenait toutes les décisions. Elle achetait les maisons, les voitures, les meubles. Elle était devenue l'homme de la maison et en même temps, elle haïssait Ham de lui avoir laissé cette place. C'est le piège classique du complexe de l'Amazone. Une femme cherche un héros, son égal en force, pour se battre. S'il se rend, comme Ham, elle le méprise. S'il gagne, elle le craint et le détruit pour reprendre le contrôle. La fin avec Ham fut humiliante. Elle a avorté parce qu'un enfant aurait gêné les tournages, sans même en discuter avec son mari. Pour Ham, ce fut la goutte d'eau. Il a demandé le divorce et Bette est restée seule. A-t-elle souffert ? Sans aucun doute. Mais son armure fonctionnait déjà en mode automatique. C'était un faible, se disait-elle. Maman avait raison, les hommes partent. Il ne reste que le travail. Les tentatives suivantes de construire une famille furent encore plus catastrophiques. Son deuxième mari, Arthur Farnsworth, est mort dans des circonstances mystérieuses après une chute. Des rumeurs disaient que Bette l'avait poussé lors d'une dispute, bien qu'il n'y ait eu aucune preuve. Le troisième, William Sherry, était un artiste et un sadique qui la battait. Et étrangement, c'est dans ce mariage que Bette se sentait le plus vivante pendant un temps. La violence, elle comprenait. La violence était une langue qu'elle parlait depuis l'enfance. Les bagarres avec Sherry étaient la continuation de ses combats à l'écran. Mais même cette union perverse s'est effondrée quand Sherry lui a préféré la nounou de leur fille. Bette Davis était coincée dans un cercle vicieux. Son besoin de dominer, qui l'a sauvée dans le bureau de Jack Warner, tuait toute intimité dans la chambre. Elle voulait être prise dans les bras, mais son corps était couvert de piquants. Quiconque essayait de s'approcher se blessait et fuyait. Et elle restait là, au milieu d'un salon vide, une cigarette à la main se convainquant « Je n'ai besoin de personne, je suis Bette Davis ». Acte 4. Rébellion contre le système et naissance d'une grande rivalité. Mais la bataille la plus terrifiante reste à venir, celle qui définira son héritage et deviendra le spectacle le plus long et sanglant de l'histoire d'Hollywood, une bataille contre son propre reflet. Alors que la vie personnelle de Bette s'effondre, sur le front professionnel, elle prépare une attaque suicidaire qui changera à jamais les règles du jeu à Hollywood. Nous sommes en 1936. Bette Davis est une étoile montante. Elle vient de recevoir son premier Oscar pour son rôle dans le film Dangerous. Bien que tout le monde sache que c'était un prix d'excuse pour l'avoir ignoré dans l'emprise des passions humaines. On pourrait penser qu'elle devrait se réjouir, profiter de sa gloire, sourire devant les caméras. Mais Bette est furieuse. La raison de sa colère ? Les scénarios
Jack Warner continue de lui envoyer des navets, des rôles de petites amies fades et ennuyeuses, des films de série B tournés en 2 semaines. Pour Davis, c'est une insulte personnelle. « Je ne me mets pas à nu pour jouer les meubles », hurle-t-elle dans le bureau de Warner, lançant les scénarios contre le mur. Les cendriers volent, les secrétaires se cachent sous les tables. Warner rit. Il sait, elle a un contrat, elle est sa propriété. Si elle refuse de tourner, il prolongera son contrat pour inactivité. C'est une servitude, pas d'échappatoire. Alors Bette Davis fait l'impensable. Elle s'enfuit. Elle embarque sur un bateau pour Londres, rompant son contrat avec Warner Bros. C'est la révolte d'un esclave sur la galère. Personne, absolument personne à l'époque, n'osait défier le système des studios. C'était une machine corporative avec des milliards en jeu, une armée d'avocats et des liens avec la mafia. Warner engage un procès. Le procès se tient à Londres. C'est un lynchage public. Les avocats du studio, les meilleurs requins de Grande-Bretagne, détruisent de Bette à la barre des témoins. Ils la dépeignent comme une gamine capricieuse, avide, ingrate, qui a pris la grosse tête. « Mademoiselle Davis ?» demande sournoisement l'avocat. « Vous gagnez 3 000 $ par semaine. C'est plus que le Premier ministre britannique. Et vous appelez ça de l'esclavage ?» « C'est de l'esclavage, répond-elle avec des lèvres tremblantes mais des yeux enflammés. Si on me force à faire ce qui tue mon talent. Je ne suis pas une poupée, je suis une actrice. Elle perd le procès. Spectaculairement. Le juge l'oblige à retourner aux États-Unis et à honorer son contrat jusqu'au dernier centime. En plus, elle doit payer des frais de justice colossaux. Elle revient en Amérique, ruinée, humiliée, écrasée. La presse jubile, Bette Davis rentre la queue entre les jambes. Mais c'est là que se produit le miracle qui explique toute l'essence du phénomène Bette Davis et de son armure. Quand elle entre dans le bureau de Jack Warner, s'attendant à être licenciée ou à recevoir des amendes, il se lève et la prend dans ses bras. Il rédige un chèque couvrant toutes ses dettes judiciaires. Pourquoi ? Parce que Jack Warner est un gangster du cinéma. Il ne respecte que la force. Il a vu de quoi cette femme est capable. Il a compris. Si elle est prête à défier le système, à risquer tout pour la qualité des rôles, alors elle n'est pas qu'un joli minois. C'est une battante, elle est comme lui. Cette garce vaut chaque centime, dit-il à ses partenaires. À partir de ce moment commence l'âge d'or de Bette Davis. Warner lui donne ce qu'elle veut, les meilleurs scénarios, les meilleurs réalisateurs, les meilleurs budgets. Elle a perdu la bataille au tribunal, mais elle a gagné la guerre pour le respect. Son armure a résisté à un tir d'artillerie direct. Et elle en a tiré une leçon qui est devenue sa malédiction. Le conflit est le seul moyen d'obtenir ce que tu veux. Le monde ne t'entend que lorsque tu cries. Et voilà, au sommet de sa gloire, armée jusqu'aux dents, Bette Davis trouve l'ennemi parfait. Un ennemi dont elle a besoin comme de l'air. Joan Crawford. L'histoire nous a vendu leur rivalité comme une vulgaire bagarre de chats, à cause des hommes, notamment à cause de l'acteur Franchotone, dont Bette était amoureuse mais que Joan aurait séduit dans sa loge, nue. Mais réduire leur relation à de la jalousie, c'est ne pas comprendre la profondeur de la psychologie des deux femmes. Ce n'était pas de la jalousie, c'était une haine existentielle envers l'autre moi. Regardez-les, elles étaient en des antipodes parfaits. Bette Davis, l'actrice, intellectuelle de la côte Est, celle qui méprise le glamour, prête à être laide pour un rôle, celle qui pense que l'art doit être vrai, pas beau. Joan Crawford, la star. Produit du studio MGM, femme qui s'est créée de toutes pièces, inventant son nom, son visage, sa biographie. Femme qui sortait les poubelles en diamants et talons hauts parce qu'on ne sait jamais qui peut te voir. Bette méprisait publiquement Crawford. Elle la qualifiait de mannequin avec des sourcils, de fausse, de produit de chaîne de montage. Les glandes lacrymales de Joan Crawford sont reliées à sa vessie, raillait Davis. Elle pleure sur commande, mais il n'y a pas une once de sentiment. Pourquoi Bette dépensait-elle tant d'énergie à haïr une coquille vide ? Parce que Joan Crawford était l'incarnation vivante de tout ce que Bette n'avait pas et ne pourrait jamais avoir. Crawford possédait une beauté légère, sensuelle. Les hommes l'aimaient. Elle savait être la femme de rêve, pas la femme à problème. En regardant Joan, Bette voyait sa part secrète, réprimée. Cette petite fille qui voulait être une simple princesse belle, pas une guerrière en armure lourde. Cette haine était un mécanisme de défense. Pour justifier son choix, être sérieuse et complexe, Bette devait dévaloriser le choix de Joan, être glamour et superficielle. Elle devait se convaincre, ce qu'elle fait, c'est de la pacotille. Ce que je fais, c'est de l'art. Si elle avait, ne serait-ce qu'un instant admis que Crawford était aussi talentueuse, et Crawford était diablement talentueuse, souvenez-vous de Mildred Pierce, toute la structure de l'estime de soi de Bette se serait effondrée. Crawford, de son côté, craignait Davis jusqu'à la moelle. Elle enviait son intellect, son origine, son don naturel pour jouer des émotions complexes sans effort. Joan envoyait des cadeaux, des fleurs à Bette, essayant de l'amadouer. Bette les renvoyait.
Elle essaie de m'acheter comme une putain bon marché, ricanait Davis. En réalité, Crawford cherchait à acheter de la reconnaissance. Mais l'armure de Beth ne prévoyait pas d'ouverture pour la clémence. Leur rivalité a couvé pendant des années, alimentée par la presse. C'était la guerre froide d'Hollywood. Deux superpuissances se surveillant à travers des barbelés, accumulant un potentiel nucléaire de sarcasme, attendant le moment où elles pourraient appuyer sur le bouton rouge. Et ce moment viendra, mais plus tard. Acte 5. La peur de vieillir, le désespoir et qu'est-il arrivé à Baby Jane? À l'aube des années 50, le paysage change. Bette Davis a 42 ans. Pour Hollywood, c'est l'âge de la mort. Les actrices de plus de 40 ans finissent au rebut, jouant des grands-mères ou des sorcières. La carrière de Davis décline. Warner Brothers, qu'elle a rendu célèbre, rompt son contrat. Jack Warner lui envoie un télégramme cinglant « Tu es vieille, on n'a plus besoin de toi, dégage !» Elle se retrouve dans son manoir, divorcée, sans emploi, avec l'impression d'avoir été jetée aux oubliettes de l'histoire. C'est alors que le destin, sous les traits du réalisateur Joseph Mankiewicz, lui offre un scénario qui reflète sa propre tragédie. Le film All About Eve. L'intrigue. Une grande star du théâtre vieillissante, Margot Channing, confrontée à une jeune prédatrice ambitieuse, Eve Harrington, qui veut lui voler sa carrière, ses hommes, sa vie. Bette Davis lit le scénario et comprend, elle n'a pas besoin de jouer, elle le vit. Margot Channing, c'est elle, acerbe, spirituelle, talentueuse, mais terrifiée à l'idée que son temps est compté. Le tournage devient légendaire. Avez-vous remarqué la voix de Bette Davis dans All About Eve? Ce timbre grave et rauque, semblable à du gravier? Ce n'est pas un choix d'actrice. Les premiers jours de tournage, Bette est si nerveuse qu'elle hurle sur son nouvel amant, le futur quatrième mari, Gary Merrill, jusqu'à éclater des vaisseaux dans sa gorge, sa voix casse. Mankiewicz veut suspendre le tournage pour qu'elle se rétablisse. Non, râle Bette. Laissez comme ça. Cette voix est parfaite pour la vieille salope épuisée que je joue. Elle transforme sa blessure physique en outil artistique. C'est l'apogée de son armure. Même quand le corps cède, il le fait au service du rôle. Le point culminant du film? La scène de l'escalier, où Margot prononce une phrase immortelle « Attachez vos ceintures, la nuit va être agitée ». On connaît tous cette phrase, mais revoyez la scène. Regardez les yeux de Bette Davis, pas sa bouche, pas de triomphe, juste de la panique. Elle regarde son jeune amant Bill avec des yeux de chien battu. Elle fanfaronne, elle est insolente, elle descend son martini d'un trait, mais à l'intérieur elle crie « S'il te plaît, ne me quitte pas ». Je sais que je suis compliqué, je sais que je vieillis. Mais aime-moi, je t'en prie. Le film se termine sur un happy end pour l'héroïne. Margot Channing trouve la force de renoncer à l'égocentrisme, accepte son âge et trouve la paix dans le mariage. Elle retire son armure. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Bette Davis épouse Gary Merrill, adopte des enfants, tente de jouer la femme heureuse. Mais elle ne parvient pas à devenir Margot Channing. Elle ne peut retirer sa couronne. Elle transporte la compétition du plateau à la maison. Elle commence à rivaliser avec son propre mari. Quand sa carrière stagne et qu'elle est invitée au festival, elle ne le console pas. Elle l'écrase inconsciemment de sa grandeur. « Je suis Bette Davis. Et toi, qui es-tu » Cette question non dite, parfois même formulée, empoisonne l'air de leur foyer. All About Eve est son dernier grand triomphe en tant qu'héroïne dramatique. Après cela, commence une longue et douloureuse période de déclin où l'armure commence à rouiller et se transforme en instrument de torture. Les années 60 arrivent, l'ère du rock'n'roll, de la révolution sexuelle et, du plus effrayant des défis dans la carrière de Bette Davis, le moment de devenir un monstre pour de vrai. Début des années 60. Le monde change, les cinémas diffusent Elvis Presley et des films de fête sur la plage. Le vieux Hollywood meurt et avec lui, ses dieux. Bette Davis, femme divorcée, mère célibataire, ruinée, elle a 54 ans. Le téléphone reste muet, les agents ne rappellent pas. En 1962, elle fait un geste qui laisse tout Hollywood bouche bée de honte. Elle publie une annonce dans la rubrique « Recherche emploi » du magazine Variety. Le texte dit « Mère de 3 enfants, divorcée, américaine, 30 ans d'expérience au cinéma, mobile, encore plus vivante qu'il n'y paraît. Cherche travail stable à Hollywood, référence disponible, à jouer à Broadway. » Imaginez le niveau de désespoir. Une femme avec 2 Oscars chez elle, obligée de passer une annonce comme une serveuse au chômage. L'industrie rit. Regardez jusqu'où est tombée la grande Bette. Mais ce n'est pas juste un acte d'humiliation. C'est, à son style, un acte d'agression. Un doigt d'honneur à toute l'industrie. Elle semble dire « Vous avez honte de moi ? Parfait. Je vais vous mettre mal à l'aise jusqu'à ce que vous me donniez un emploi. » Et le travail arrive. Mais c'est une offre que quiconque ayant un peu de fierté aurait refusée. Le scénario s'appelle « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?»
L'histoire de deux sœurs vieillissantes, enfermées dans une maison, pleines de haine l'une pour l'autre. L'une, invalide en fauteuil roulant, l'autre, folle, ancienne star qui torture sa sœur. Le réalisateur Robert Aldrich sait ce qu'il fait. Il ne cherche pas des actrices qui joueront la haine, il cherche des actrices qui ressentent la haine. Pour le rôle de l'invalide blanche, il engage Joan Crawford. Pour le rôle de la folle Jane, il choisit Bette Davis. Ainsi commence l'expérience psychologique la plus terrifiante de l'histoire du cinéma. Le tournage de ce film n'est pas de l'art, c'est une guerre filmée. Aldrich comprend. Pour que le film réussisse, il doit enfermer deux tigresses dans une cage. Chaque soir, il appelle l'une pour lui raconter les méchancetés que l'autre aurait dites à son sujet. Mais Bette Davis va plus loin. Elle décide d'utiliser ce film pour détruire physiquement Joan Crawford. Premier acte, Bette s'occupe de son apparence. Les maquilleurs proposent un maquillage vieillissant, standard. « Non, dit Bette, je dois ressembler à une parodie de femme, comme Mary Pickford pourrie de l'intérieur. Elle applique elle-même cette couche monstrueuse de fard blanc. Elle entoure ses yeux d'un trait noir épais. Elle dessine une bouche semblable à une plaie saignante. Quand elle apparaît sur le plateau ainsi grimée, Joan Crawford, toujours impeccable même en victime, manque de s'évanouir. Bette Davis détruit son visage pour montrer la laideur intérieure de son personnage. C'est la forme suprême de son armure. Je deviens un monstre à l'extérieur pour que vous ne puissiez pas me blesser à l'intérieur. Dans le film, il y a une scène où Jane donne un coup de pied à Blanche allongée au sol. Selon les règles de sécurité, le coup doit être simulé, ou un doublé doit intervenir. Bette insiste pour le faire elle-même. La caméra tourne, Bette prend son élan et frappe Joan à la tête. Pour de vrai, Crawford hurle. Le tournage s'arrête. Joan exige des points de suture, bien que la blessure soit minime. Bette allume une cigarette et dit « Je l'ai à peine touché, encore un drame de Miss Pepsi Cola ». Crawford est la veuve du président de Pepsi et installe des distributeurs partout, ce qui exaspère Bette. Mais Crawford ne se laisse pas faire. Dans une scène où Bette doit traîner son corps paralysé au sol, Joan, sachant que Davis a des problèmes de dos, porte une ceinture de poids sous sa robe ou, selon une autre version, bourre ses poches de pierre. Quand Bette tente de la soulever, elle se blesse au dos. Vous pouvez voir cet effort dans le film. Le cri de douleur sur le visage de Davis est réel. Elle se mutile pour le plan. Elle sublime leur haine du vieillissement, de l'industrie, des hommes, l'une sur l'autre. Le film sort et devient une sensation. Il sauve la carrière des deux. Mais il leur attribue aussi de nouveaux rôles. Crawford reste la victime éternelle, Davis devient le bourreau éternel. Le point culminant de leur guerre n'est pas le plateau, mais la cérémonie des Oscars. Cet épisode devrait figurer dans les manuels de psychopathologie. Situation, pour Baby Jane, Bette Davis est nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Joan Crawford, non. Pour Crawford, c'est une humiliation publique. Son ennemi reçoit la reconnaissance, elle, rien. Bette triomphe, elle est sûre de gagner. Elle répète déjà son discours, elle croit qu'elle sera la première actrice à recevoir 3 statuettes. Ce serait la preuve ultime, le talent a vaincu la beauté. Mais Joan Crawford orchestre une campagne digne de Machiavel. Elle ne peut pas gagner elle-même, alors elle décide de faire perdre Bette. Crawford contacte toutes les autres nominées, Anne Bancroft, Geraldine Page, qui ne peuvent pas assister à la cérémonie. Joan, d'une voix mielleuse, propose « Chérie, si tu gagnes, laisse-moi accepter le prix en ton nom. Ce serait un honneur pour moi. » Les actrices acceptent. Et voilà que la nuit de la cérémonie arrive. Bette Davis attend en coulisses, nerveusement, tripotant ses gants. Joan Crawford est à côté, dans une robe argentée éblouissante, avec un sourire de requin. On annonce le gagnant. Et l'Oscar est attribué à Anne Bancroft pour The Miracle Worker. Bette se fige. Choc. Silence. Et à cet instant, elle ressent un frisson glacé. « Désolée Bette, j'ai du travail », murmure Joan Crawford. Elle époussette une poussière imaginaire de l'épaule de Davis, passe devant elle, monte sur scène sous les applaudissements et accepte la statuette pour Bancroft. Elle tient l'Oscar d'une autre, comme si c'était le sien. Elle rayonne, elle vole la vedette. Bette Davis reste dans l'ombre des coulisses, regardant son ennemi juré tenir son rêve entre ses mains. À ce moment-là, quelque chose en Bette se brise définitivement. C'est la preuve de son pire cauchemar. L'armure ne protège pas de la ruse. Le talent ne protège pas de la politique. Elle comprend que Joan a gagné, même en perdant la nomination. Acte 6. L'ère des films d'horreur et la trahison de sa fille. Après, qu'est-il arrivé à Baby Jane? Il n'y avait plus de retour en arrière. Hollywood a compris que l'image de la vieille folle et agressive se vendait mieux que n'importe quelle autre. Le public voulait voir la reine s'humilier. Bette Davis, qui avait besoin d'argent et craignait l'oubli plus que la mort, a accepté ces règles du jeu. L'ère du Ag Horror ou Psychobiddy a commencé.
Les films se sont enchaînés, Chut, chut, chère Charlotte, La Nurse, L'anniversaire. Dans chacun, Bette jouait une variation de Baby Jane. Folle, borgne, cruelle, pitoyable, les critiques écrivaient « C'est une caricature d'une grande actrice. Elle vend sa dignité, mais Bette s'en fichait. Elle était de nouveau au sommet, même si ce sommet sentait la pourriture. Elle disait « S'ils veulent y voir un monstre, je leur donnerai le meilleur monstre qu'ils aient jamais vu. » Mais le prix était terrible. Le masque s'était collé à son visage, le public ne la voyait plus comme une actrice dramatique. Elle était devenue une attraction. Les gens vinrent la voir, s'attendant à rencontrer une garce, et elle ne pouvait pas les décevoir. Elle était impolie avec les fans, elle humiliait les intervieweurs, elle entretenait ce feu d'agressivité car il réchauffait sa vanité. Elle avait construit autour d'elle une forteresse de sarcasme et de grotesque. Dans les années 70, elle était une icône, une légende, la fameuse Bette Davis. Mais quand les lumières s'éteignaient, elle retournait dans sa maison vide. Plus de mari, après Gary Merrill, elle avait juré de ne plus se marier, presque plus d'amis. Il ne restait que les enfants. Et c'est de ce côté que vint le coup qui perça son armure de part en part. Un coup dont elle ne se remit jamais. Nous approchons du paradoxe le plus effrayant de la vie de Bette Davis. Toute sa vie, elle avait construit des murs pour protéger sa famille du monde extérieur. Elle était convaincue, les ennemis sont dehors. À l'intérieur, ce sont mes gens, mon sang, ils ne me trahiront pas. Elle se trompait. Le principal ennemi a grandi à l'intérieur de la forteresse. Sa fille, Bédé Ayman. Bette l'a eu tard, à 39 ans. Pour une femme qui avait eu plusieurs fausses couches et avortements, Bédé n'était pas juste un enfant. Elle était le Saint Graal. Bette l'étouffait de son amour. Elle contrôlait chacun de ses pas, l'habillait comme une poupée, l'emmenait aux soirées, choisissait ses amis. Bette répétait le scénario de sa mère, Ruth. « Le monde est dangereux, ma chérie. Écoute seulement maman, maman est ta seule protection. » Mais en 1985, quand Bette Davis avait 77 ans, la protection s'effondra. Bédé publia des mémoires intitulées « My Mother's Keeper ». Le livre sortit au pire moment. Bette venait de subir une mastectomie, cancer du sein et un AVC. Elle était à l'hôpital, faible, effrayée, pour la première fois de sa vie ayant besoin de soins. Et là, le livre sort. Ce n'était pas juste un texte, c'était une exécution publique. Sa fille décrivait Bette comme une alcoolique, un despote, une hystérique qui détruisait la psyché de ses enfants. Elle décrivait des scènes de scandale, des tentatives de suicide, de la cruauté. Bédé disait en fait au monde « Vous vénérez un monstre, et moi, j'ai vécu avec elle en enfer. » Pourquoi cela est-il arrivé? Il y a ici une ironie cruelle. Bette Davis a toute sa vie enseigné à sa fille une leçon. Pour te faire remarquer, tu dois crier. Pour gagner, tu dois être impitoyable. Bédé a appris cette leçon à la perfection. Elle a utilisé l'arme de sa mère contre sa propre mère. Elle a compris que le meilleur moyen de gagner de l'argent et de la gloire était de détruire la légende nommée Bette Davis. La réaction de Bette à ce livre a choqué tout le monde. Le monde s'attendait à ce que la grande garce explose, qu'elle intente un procès, qu'elle réduise sa fille en poussière dans des interviews. Mais Bette s'est tue. Dans ses mémoires en réponse, Descendant, à la toute fin, elle publia une lettre ouverte à sa fille. Il n'y avait pas de malédiction. Il y avait une phrase, pleine d'une impuissance enfantine. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'as fait ça. Je ne comprends toujours pas comment mon amour a pu engendrer tant de haine. » Pour la première fois en 50 ans, l'armure s'est fissurée. Nous avons vu non pas une guerrière, mais une vieille femme assise sur les ruines de sa maternité parfaite et pleurant. Elle a rayé Bédé de son testament, mais elle n'a pas pu effacer la douleur de son cœur. Acte 7, la dernière scène de Bette Davis. Les dernières années de la vie de Bette Davis, de 1985 à 1989, sont une chronique de déclin. Mais même en déclinant, elle refuse de se rendre. C'est un spectacle à la fois terrifiant et majestueux. Après un AVC, une partie de son visage est paralysée. Sa parole devient confuse. Elle maigrit énormément, pesant environ 40 kilos. Toute personne normale dans cet état se serait retirée, se cachant des caméras. Bette Davis, elle, applique un rouge à lèvres rouge vif qui s'étale désormais sur sa bouche déformée, coiffe un chapeau avec un voile, prend une cigarette dans sa main tremblante et se rend à un talk-show. Elle refuse d'admettre sa faiblesse. La vieillesse, c'est pas pour les mauviettes, grogne-t-elle dans une interview avec Johnny Carson. C'est son dernier rôle. Celui de la survivante. Elle ressemble à une poupée grotesque, à un fantôme de Baby Jane, mais dans ses yeux brûle encore cette flamme qui enflammait les écrans dans les années 30. En 1987, elle tourne son dernier film, Les Baleines d'août. Sa partenaire est la légende du cinéma muet Lillian Gish. Lillian incarne la bonté et la lumière. Elle tente de se lier d'amitié avec Bette, de la réconforter.
Bette la déteste pour cela. Cette femme a du sirop dans les veines, grogne Davis sur le plateau. Je ne supporte pas qu'on me dorlote. Même au seuil de la mort, elle repousse la gentillesse. La gentillesse lui semble être une faiblesse. Elle préfère mourir seule, mais la tête haute, plutôt que de laisser quelqu'un voir ses larmes et la plaindre. Octobre 1989. Festival de Saint-Sébastien, Espagne. Bette Davis s'y rend pour recevoir un énième prix pour sa contribution au cinéma. Elle se sent horriblement mal, le cancer est revenu et a métastasé. Mais elle monte sur scène, la salle se lève, les ovations durent 10 minutes, elle se tient là, appuyée sur une canne, petite silhouette desséchée en velours noir. Elle absorbe ses applaudissements comme de l'oxygène. C'est tout ce qui lui reste, l'amour de la foule. Un amour sans visage, sans danger, qui n'exige aucune proximité. Quelques jours plus tard, son état empire. Elle est évacuée d'urgence par avion privé vers Paris, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Dans sa chambre, il n'y a ni mari, ni sa fille Bédé, ni de vieux amis. La plupart sont déjà morts, y compris Crawford et Warner. Seule son assistante et son fils Michael sont présents. Le 6 octobre 1989, le cœur de Bette Davis s'arrête. Mais avant de fermer ce livre, souvenons-nous de l'épitaphe qu'elle a choisi pour sa tombe. Ce n'est pas une citation biblique, ce ne sont pas des mots d'amour. Gravés dans le marbre, « She did it the hard way ». Elle l'a fait à la dure. Ça sonne héroïque, non ? Mais maintenant, en connaissant toute son histoire, cette phrase résonne comme une condamnation. Elle a choisi le chemin difficile non pas parce qu'il était le seul, mais parce qu'elle ne savait pas faire confiance à la facilité. Elle ne savait pas faire confiance aux gens. Elle ne savait pas se détendre. Toute sa vie a été une guerre qu'elle a acceptée après le départ de son père. Et elle a gagné cette guerre. Elle est devenue une légende. Elle a forcé tout le monde à la respecter. Mais elle a perdu la paix. L'histoire de Bette Davis, c'est plus qu'une biographie d'actrice. C'est un avertissement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous demande à nouveau d'être forts. Les réseaux sociaux nous apprennent à être invulnérables, à réussir, à être indépendants. On nous dit « ne te plains pas, travaille, ignore les détracteurs ». Nous enfilons tous peu à peu l'armure de Bette Davis. Nous apprenons le sarcasme pour masquer nos blessures. Nous choisissons la carrière plutôt que les relations. Parce qu'une carrière ne peut pas se réveiller un matin et dire « je ne t'aime plus ». Nous rejetons l'aide de peur de paraître faible. Bette Davis a prouvé que cette stratégie fonctionne. Vous devenez vraiment invulnérable. Personne ne peut vraiment vous blesser si vous ne laissez personne vous approcher. Mais le prix de cette sécurité, c'est le froid glacial de la solitude. L'armure protège le cœur des coups de couteau, mais elle ne laisse pas passer la lumière du soleil ni la chaleur des mains humaines. Et avec le temps, la personne à l'intérieur de l'armure gèle tout simplement à mort. Bette Davis est morte en grande actrice. Mais elle aurait pu vivre en femme heureuse si elle avait osé, ne serait-ce qu'une fois, retirer son casque et laisser quelqu'un voir sa peur. Vous attendiez une histoire de diva acariâtre qui se querelle joyeusement avec Hollywood. Vous avez eu la tragédie d'un enfant effrayé qui n'est jamais sorti de sa forteresse. Mais attendez, Bette Davis a survécu à la machine infernale du système des studios parce qu'elle avait des crocs, mais que faisait Hollywood de ceux qui ne savaient pas mordre ? Regardez l'histoire de Judy Garland. Le studio ne contrôlait pas seulement ses contrats, il contrôlait son sommeil, son poids et sa composition chimique sanguine, la bourrant d'amphétamine. Bette Davis est morte vieille et seule. Judy Garland est morte jeune et brisée. Comment la fabrique de rêves est-elle devenue une fabrique de cauchemars pour Dorothy du Pays d'Oz ? Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer cette vidéo.